Bonjour et bienvenue dans Objectif 2023 des séjours qui reçoit pour vous les députés nationaux Alphonse Songo Kassanji, ex-gouverneur du Kasaï oriental pendant 12 ans et cadre du FCC à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. D'entre les jeux, qu'est-ce que vous reprochez à l'actuel système électoral en République démocratique du Congo? Bien, c'est un système teinté de contestation des élections. Donc, on a constaté qu'en 2006, il y a eu deux cycles, donc il y a eu deux tours de l'élection présidentielle. Contrairement à ce que j'entends, qu'il y a plus de crédibilité dans les deux tours. Mais par contre, ce qu'on a vécu en 2006, c'était un contraste. Donc, il y a eu la guerre en pleine capitale ici. Donc, nos compatriotes en sont décédés. Et alors, on ne peut pas organiser une élection, dépenser autant d'argent pour qu'à la fin, qu'il y ait contestation des résultats et verser dans la violence, dans un cycle de violence indéfini. Et donc, cela, on l'a constaté en 2006. On a pensé pouvoir améliorer ça en 2011 en modifiant la Constitution pour ramener les deux tours à un tour. Mais ça n'a pas réglé le problème. Ça a continué, les contestations ont continué, les violences ont continué. En 2018, la même chose. Et donc, là, c'est un président de la CENI qui vient proclamer les résultats des élections qui, du coup, sont contestés. Contestés, ceux qui contestent cette élection ne sont pas en mesure de présenter les PV de tous les bureaux. Est-ce que c'est organisé par la même CENI qui fait que les contestateurs ne soient pas en mesure de présenter les PV de tous les bureaux de vote? Parce que, bon, ce qui s'est passé en 2018 ici, les contestateurs n'ont pas su prouver que, bon, ils avaient tous les PV des bureaux de vote. Alors, si c'est un président de la CENI qui doit proclamer les résultats des élections, dont on ne sait pas contrôler, parce que si quelqu'un vote, par exemple, à Kaninchin, par exemple, dans la province de Lomami, ce qui se passe là, comment est-ce que la population est en train d'élire son président? Toi et moi, on ne connaît pas. Hein? Ça traverse les zones de turbulences, les zones de guerre, etc. Et à la fin, bon, c'est la CENI qui vous dit, on a transmis les résultats par clé USB. Oui, bon, on est en train de faire la compilation des résultats. Comment ça s'est fait? On ne comprend pas. Voilà pourquoi j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, pour éviter tout ça, toutes ces contestations, quelle est la meilleure façon d'organiser les choses? Alors concrètement, qu'est-ce qui doit être changé? C'est le mode du scrutin. Donc, moi, j'ai proposé d'aller vers mode du scrutin indirect, mais aux écoles décrets. Cela voudrait dire que l'élection présidentielle intervienne après les législatives. En ce moment-là, on a déjà la représentation nationale et ce sont les représentants du peuple au niveau du Parlement qui vont élire le président de la République, comme ça s'est fait en Afrique du Sud. Alors, un président de la République élu au second degré, selon vous, ça ne pose pas un problème de légitimité? La légitimité, c'est l'émanation du souverain primaire, qui est le peuple. Donc, le peuple qui a élu ses représentants. On appelle l'Assemblée nationale la représentation nationale. C'est-à-dire que c'est là que les représentants du peuple se retrouvent. Et alors, si un président est élu par les représentants du peuple, au finish, il est l'émanation du peuple. Donc, il étire sa légitimité du peuple qui a élu ses représentants. Donc, voilà d'où il tire sa légitimité. Et là, il y a plus de crédibilité d'avoir un tel président qui est élu solennellement. Il est élu, tout le monde suit, vous êtes chez vous,
Je crois que ce jour-là, le jour de l'élection du président de la République aux second décret, Si tout le jamais monde, ça arrivait. si jamais ça arrivait, tout le monde sera devant l'écran pour suivre cette élection. Et même à la radio, chacun doit suivre qui va être élu. Et le scrutin est devant vous. Vous êtes en train, les députés vont aller élire. À la fin, le dépouillement s'est fait solennellement. On compte les voix et on programme le président élu. Il n'y a pas de pratique là où c'est la compilation, là où c'est réservé simplement au comité national de la CENI, où le président de la CENI viendra vous dire bon, c'est tel ou tel autre qui est élu. Et là, on va dire non, bon, ils ne sont pas élus, ils ont été nommés, etc. Toutes ces choses-là, il faut savoir les contrôler parce que c'est la même chose qui a été dite en 2006, 2011 et 2018. Faut-il continuer ce genre de trucs? Non. Nous sommes un pays, nous dépensons de l'argent, énormément d'argent, pour pouvoir organiser ces élections. Il ne faut pas qu'à l'issue de ces élections, après avoir dépensé des milliards de dollars pour organiser l'élection, que ça finisse par des contestations, que ça finisse par dire, bon, on a proclamé, ça n'a pas été élu, l'élu c'est tel ou tel autre, comme on l'a vu aujourd'hui, vous avez un président élu, et un autre qui s'est dit, un président proclamé, et un autre qui s'est dit être élu, mais qui n'a pas été proclamé. Donc, en vous entendant parler, vous êtes favorable pour les réformes électorales en RDC? Absolument, absolument. Mais c'est dans quel cadre que ces réflexions sont faites? Bien, d'abord, j'ai émis l'idée, je l'ai émis à haute voix. J'ai réfléchi à haute voix. Maintenant, il faut matérialiser cela par un projet de loi à soumettre à l'Assemblée nationale. Jusque-là, ce projet n'est pas encore apprêté à soumettre à l'Assemblée nationale qui en décidera. Mais qui d'autre qui a participé à cette réflexion? Bien, c'est ma réflexion Personnel. jusque-là au niveau personnel. C'est ma réflexion. Je suis bien sûr cadre du PPRD, du surcroît cadre du FCC, mais ce n'est pas ma famille politique qui a réfléchi autour de ça. C'est ma réflexion personnelle. Mais puisque vous êtes cadre du FCC, vous êtes du PPRD FCC, pensez-vous que cette réflexion ou cette idée, comme vous le dites vous-même, aura-t-elle la bénédiction de la haute hiérarchie du FCC? Bien, il faut la présenter, il faut présenter la réflexion, il faut débattre. Nous sommes des démocrates, hein. Au niveau de notre famille politique, c'est des débats, hein. C'est un débat, et bien, à l'issue du débat, du choc des idées, jaillit la lumière. J'ose croire que après cette réflexion-là, comme l'idée est géniale. La présenter quand? Bon, très prochainement, hein, très prochainement. Donc, j'ai lancé l'idée à haute voix, j'ai réfléchi à haute voix. Tout le monde a suivi. Tout le monde a suivi. Maintenant, je crois qu'au niveau de notre famille politique, on a aussi suivi l'idée et qu'on ne tardera pas à y réfléchir. Mais vous comptez entreprendre des contacts quand pour lancer cette idée sur une table, débattre? Oui, l'idée est déjà sur la table. Oui, avec d'autres cadres du FCC. Oui, comme je l'ai dit, c'est très prochainement. Très prochainement. Mais pourtant, le FCC dit ne pas prendre part à toute réflexion qui se fera hors cadre institutionnel. Bien sûr, comme je l'ai dit, nous réfléchissons. Moi, je suis député national. Cadre du FCC, je rappelle. Bien sûr, je ne suis pas, c'est comme je l'ai dit, faire une proposition de loi. C'est dans ce cadre-là que cette proposition, bon, mais comme j'appartiens à une famille politique, je ne dois quand même pas amener ma proposition de loi sans qu'elle ait été discutée au niveau de notre famille politique et qu'une option politique en soit levée. Donc, il faut d'abord commencer par là. Donc, après discussion, vous porterez cette proposition de loi à l'Assemblée nationale? Certainement. Vous la porterez donc? Certainement, si ça passait au niveau de la famille politique. Mais estimez-vous que ça pourrait passer? Bien, je ne peux pas décider en lieu et place de la conférence des présidents qui décide des matières comme cela. Donc, il faut d'abord convaincre la conférence des présidents. Si elle lève l'option, à ce moment-là, j'amène ma proposition à l'Assemblée.
Et bien sûr, si l'Assemblée accepte ça, accepte la proposition de loi, elle transmet ça à la commission, notre commission politique et judiciaire. Et c'est en ce moment-là que les choses vont avancer. Alors, je voudrais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout au début. Qu'est-ce que vous fait croire si les députés nationaux dont vous êtes parmi eux, voter les présidents de la République, cela réduirait le nombre de contestations et puis crédibiliserait l'élection du président de la République? Vous savez, j'entends beaucoup de gens dire qu'ils étaient déçus par rapport aux élections qui viennent de se terminer, de 2018, en disant qu'il y a eu des dénonciations de fraude au niveau des sénateurs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent ça. Mais pourquoi faisons-nous les réformes? Pourquoi mettons-nous en place des structures pour indiquer effectivement cette corruption, cette fraude? Au niveau de l'Assemblée nationale, nous venions de voter toute une loi pour mettre en place une agence pouvant s'occuper de la lutte contre la corruption, contre la fraude. Au niveau de la présidence de la République, on voit la même chose. C'est que tout le monde est animé de la même volonté, n'est-ce pas, d'éradiquer la corruption dans notre pays. Et ces efforts ne doivent pas être découragés pour dire revenir au passé. Et la vie est en train de se poursuivre, nous sommes en train d'aller vers l'avant. Si nous ne voulons pas avoir le courage d'affirmer que nous sommes en mesure d'éradiquer la corruption, eh bien, alors, arrêtons, ne faisons pas ces réformes. Alors, si nous sommes en train de mettre les réformes en place, ayons le courage aussi d'aller vers la réalité de ces réformes. C'est-à-dire que ma proposition qui consiste à aller vers l'élection présidentielle au second degré aura l'avantage, ce sera une élection solennelle, une élection transparente. Tout le monde verra. Et ça ne sera pas un cadre fermé, un circuit fermé où il y a une plénière qui décide. Mais vous connaissez l'expérience des élections des sénateurs en 2019, la corruption y était. Alors, vous dites là, ça sera solennel. Ça vous fait pas peur qu'il y ait encore corruption autant au niveau de l'Assemblée nationale? Bien, écoutez, alors pourquoi avons-nous mis en place les agences de lutte contre la corruption? Si nous continuons à douter qu'il y aura corruption, alors c'est que nous ne croyons pas nous-mêmes. Et si on croit en nous-mêmes, eh bien, assumons-nous qu'à travers les agences mises en place pour effectivement indiquer la corruption, nous pouvons considérer que ces genres de pratiques ne vont pas se répéter. Et qu'on peut avoir une élection crédible, sinon exempte de la corruption et des fraudes. Bien, puisque vous parlez d'une idée aujourd'hui, avant que ça soit discuté avec tous les membres et cadres du FCC, mais est-ce que cette idée sous-entend la candidature de l'autorité morale du FCC à l'élection présidentielle de 2023? Ben, vous savez que ce qui m'étonne est que quand nous émettons des réflexions, des idées au niveau de l'opinion, que les gens aient toujours tendance à personnaliser les choses. Moi, je ne crois pas à ça. Qui connaît la configuration effective de l'Assemblée nationale en 2023? Personne. Et ceux qui doutent, qui ne veulent pas de ce mode de l'élection du président de la République, je doute qu'ils aient une assise populaire. Hein? Donc, les partis qui doutent de cela, parce que si un parti est installé à l'ancrage sur le plan national, eh ben... Alors, vous faites ça parce que vous savez, vous avez des assises populaires. Tous les partis doivent avoir l'ancrage sur le plan national. Si vous êtes un parti qui n'a pas l'ancrage sur le plan national, qu'est-ce que vous venez chercher? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes majoritaire à l'Assemblée nationale.
Pourquoi alors exige-t-on une caution au parti pour atteindre le seuil? Pourquoi exige-t-on ça? Le seuil national. Si vous ne savez pas atteindre le seuil national, alors ça ne sert à rien de vous mettre à vous battre. Non, vous devez avoir une assise populaire, c'est-à-dire le parti doit être soutenu par la population. Et la population se retrouve dans votre parti. Donc voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes en 2020, nous ne sommes pas encore en 2023. C'est dans 3 ans. Dans 3 ans. Chacun de nous peut travailler pour avoir l'assise populaire. Chaque parti peut travailler en fonction de cette élection-là. Bien sûr, ça va exiger la modification d'autres choses parce qu'en ce moment-là, on doit quitter d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Il faut les réformes dans ce sens-là. Donc, ça va engager beaucoup de réformes. C'est tout un chapitre. C'est-à-dire qu'il faut aller palier par palier. Mais s'il faut toucher beaucoup de choses. Il faudra aller palier par palier. Donc, c'est-à-dire que votre idée ou cette proposition à venir pourrait attendre pour d'autres élections, par exemple. Dans 3 ans, je ne pense pas que la réflexion, avant de la publier, nous avons déjà réfléchi sur ça, sur toutes les réformes à envisager. Nous avons déjà réfléchi là-dessus. Et en présentant cela, au sein de notre famille politique, s'ils vont en décider ainsi, certainement, c'est en tant qu'individu, en tant que cadre de ma famille politique, en tant que député national, j'ai le droit de proposer une loi, mais je dois d'abord passer par ma famille politique pour avoir sa caution avant de me présenter avec cette loi au sein de l'Assemblée nationale. Alors, cette idée a déjà porté écho sur la toile. Les politiques en parlent déjà, mais est-ce que vous avez pensé aussi en parler à votre partenaire que les cash? Non, on ne peut pas. Nous, comme vous l'avez dit, nous, FCC, nous voulons que toutes les réformes se fassent dans le cadre institutionnel. Mais vous l'avez fait. Vous avez fait votre proposition avant même la rentrée parlementaire. Non. Moi, j'ai réfléchi. Justement, avant la rentrée. Mais à haute voix, on m'a posé la question. Vous savez comment j'ai sorti l'idée? C'est-à-dire qu'il y a une question qui m'a été posée. Top Congo m'a posé une question par rapport à ceux qui proposent qu'on retourne au détour de l'élection présidentielle, comme en 2006. C'est comme ça que j'ai dit non. Moi, j'ai eu une réflexion à ce sujet. Pourquoi? Parce que pourquoi pas aller vers les écoles décrets? J'ai dit parce que en 2006, on a vécu ce qu'on a vécu ici à Kinshasa, c'est-à-dire la guerre en pleine capitale. Après le deuxième tour de l'élection présidentielle, il y a eu la guerre ici. Ça a chauffé ici. Nous avons les compatriotes qui sont, je crois qu'il y a notre compatriote Tanzanie qui en était décédé. Et donc tout ça, on ne peut pas revenir sur un passé malheureux qui a causé mort d'homme. Et donc nous devons essayer d'améliorer les choses dans le sens d'éviter ces morts d'homme à notre peuple. Donc voilà pourquoi j'ai réfléchi à haute voix, j'ai répondu à la question, j'ai dit j'ai une réflexion. Alors il faut maintenant... Une réflexion qui n'a pas attendu la rentrée parlementaire par exemple? Non, mais on ne peut pas m'empêcher de... Notre constitution consacre la liberté d'expression. Lors d'une réunion du FCC, il n'a pas attendu cela. Je suis libre de réfléchir. On ne nous interdit pas au sein de notre famille politique de réfléchir à haute voix, de dire bon, je pense, j'aimais ce point de vue. Moi, j'aimais ce point de vue. Alors, si nous levons l'option de matérialiser ça par un projet de loi, eh ben, avant toute chose, c'est au sein de la famille politique. C'est celle-là qui va lever l'option qui nous permettra d'avancer avec la démarche. Êtes-vous sûr que vous aurez l'accompagnement de la population aussi? Bien, je suis d'abord représentant de la population. J'ai été élu par cette population. J'ai eu une base
qui soutient cette idée. Donc voilà pourquoi je vous ai dit que ma première démarche, c'est au sein de ma famille politique. Vous savez très bien que le FCC a une large représentativité au niveau de la représentation nationale, c'est-à-dire nous sommes majoritaires à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que nous avons une assise au sein de la population. Et du coup, si le FCC s'approprie cette idée, eh ben, la population qui nous a mandatés va souscrire à ça, et automatiquement, nous aurons l'assentiment de la population. L'adhésion de la population. Sûr, c'est ça? Bien sûr, si ça passe au niveau de notre famille politique au sein du FCC, eh ben, c'est passé au niveau de la population. Parce que nous sommes majoritaires dans la population. Alors, la rentrée parlementaire, c'est dans quelques jours. Quelle sera votre démarche? Bien, la première démarche, c'est d'obtenir le quitus de ma famille politique. S'il en sera ainsi, je ne sais pas. Et si ça ne sera pas le cas, vous serez déçu? Pourquoi pas? Non, je ne peux pas être déçu. Hein. Je suis démocrate. Hein. Et vous savez, au sein de la famille politique, ce n'est pas nécessairement ce que vous pensez. Hein. Ce n'est pas votre vision qui doit être prise en compte. C'est la famille politique dans son ensemble qui y réfléchit. Et si elle va y trouver de l'intérêt, en ce moment-là, elle souscrit à ça et vous avancez. Que pensez-vous de ces voix qui préconisent la suppression, par exemple, du Sénat? Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas à ça. Que c'est budgétivore partout. Non, mais cette seconde lecture, elle est importante. Ça contrebalance les choses. Ça équilibre les choses. Il y a de l'équilibre. Sinon, si c'est une même chambre, eh ben, vous votez une loi. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, à partir de la seconde lecture. Moi, je crois que cette chambre des sages doit exister et doit continuer. D'ailleurs, si on fait le point sur les dépenses, si on constate ce qui se passe maintenant, les dépenses budgétivores, ça a un autre niveau. On constate ce niveau plutôt de la présidence. On a vu les rapports. Donc pour vous, le Sénat doit exister. Doit exister. Ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Alors, quelle est votre opinion par rapport au mode de scrutin des gouverneurs ou des sénateurs, par exemple? Bien, là, je pense que avec l'expérience qu'on est en train de vivre, l'instabilité des exécutifs provinciaux par rapport aux assemblées provinciales, j'ose croire qu'il faut une certaine réforme à ce niveau-là. Ce n'est qu'une proposition que je pense. Si on peut envisager l'élection de gouverneurs au suffrage direct, c'est-à-dire auprès de la population. Donc la population élit directement son gouverneur, pas aux seconds degrés. Donc je pense que ce serait idéal, oui. Changer d'opinion. Alors, votre point de vue par rapport au débat autour de la Cour constitutionnelle, particulièrement au remplacement des juges? Je sais que tout a été dit, je m'étais déjà exprimé là-dessus. Je pense, quant à moi, il y a eu des choses qui n'ont pas très bien marché. Parce que la Constitution, ces ordonnances n'étaient pas passées. D'abord, on n'a pas vu quand est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni pour ces juges. Et les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas régis par le Conseil supérieur de la magistrature. Ils ont une loi spéciale à eux. Et donc, on ne peut pas déplacer un juge de la Cour constitutionnelle par une ordonnance, les déplacer vers une autre cour. Non, pendant que son mandat court encore. Et donc, il y a eu des choses qu'il faille rectifier. Moi, je crois que nous ne pouvons pas stagner sur nos positions au risque de plonger notre pays
dans des cycles d'instabilité institutionnelle. Donc, il faut que les uns et les autres responsables de cette question se ressaisissent. Voilà. Le plus vite que possible. Voilà. Vous avez parlé de votre démarche que vous comptez mener de la rentrée parlementaire, mais vos attentes par rapport à cette rentrée, il y en a? Les attentes, oui, bon, c'est une rentrée décisive. D'abord, c'est une session budgétaire. Vous savez, on a attendu qu'il y ait une proposition de loi rectificative de la loi des finances qui n'est pas venue. Mais dans l'entretemps, on est en train de dépenser, je ne sais pas sur base de quoi, parce que les assignations budgétaires ne sont pas du coup respectées, étant donné qu'on n'a pas su mobiliser les recettes attendues de 11 milliards et demi. On nous parle de 5 milliards. Bon, il y a aussi les contrôles parlementaires. Nous allons poursuivre avec ça. Et par rapport à tout ce qu'on a entendu, tout ce qui s'est passé, je crois que l'Assemblée nationale va regarder de près tout cela. Pourquoi le Premier ministre n'a pas participé, n'a pas posé son contre-saint? Pourquoi toutes ces choses? Tout ça. Contrôler le gouvernement là-dessus. Donc, je crois que c'est une rentrée de tous les enjeux. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre magazine. Vous avez un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est de dire à notre population qu'une réflexion, une opinion libre ne doit pas faire objet de spéculations inutiles. Il y en a qui font des menaces comme si on ne peut pas réfléchir dans ce pays. Comme si la réflexion valable ne peut venir que d'un camp. Non. Qu'on laisse l'amabilité à tous les Congolais de réfléchir, la liberté d'opinion et d'expression. Et donc, c'est ça qui fait le pays, c'est ça qui fait la nation, c'est ça qui fait la fierté de notre démocratie. Si on doit continuer à menacer les uns les autres, utiliser les milices, utiliser les gens pour menacer les uns les autres, je crois que ça ne favorise pas l'avancée de notre démocratie. Donc, nous avons déjà les acquis de cette démocratie. C'est cette liberté d'expression, cette liberté d'opinion qu'on ne peut pas étouffer. Très bien. On verra bien ce qui va se passer par la suite et nous vous recevrons dans les prochains jours peut-être pour en reparler. Merci. Honorable Ngoï Kassanji, merci d'être passé. Cette émission est terminée. Nous nous retrouvons prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.